Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On terminera cette émission au Verger dans notre magazine On Tour. Mais avant d'aller prendre l'air, on s'intéressera au périscolaire de Sarreguemines géré par les Francas. On fera le point avec nos deux invités, Carole Didio, adjointe au maire de Sarreguemines, et Laetitia Pitz, coordinatrice des Francas. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Julia. Et merci beaucoup de participer à cette émission. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Marie-Morgane est avec nous aussi. Coucou. Salut. Toi, tu vas faire le point tout à l'heure sur les directs qu'on propose, notamment sur les réseaux sociaux. On commence cette émission en prenant la direction de Metz pour un voyage au Vietnam. C'est la thématique de la 84e édition de la FIM, la Foire internationale de Metz, qui est ouverte depuis le 27 septembre. Uranie Tozic est sur place depuis ce matin. Bonjour Uranie, dis-nous, est-ce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui ? Salut Julia, eh bien oui, il y a énormément de monde. Déjà avant 10h, la foule attendait devant les portes. Alors il faut dire que c'est le rendez-vous incontournable ici pour l'automne. Alors la FIM, c'est des milliers de visiteurs par jour avec donc plus de 35 000 le dernier dimanche d'ouverture. C'est 550 exposants de la région mais aussi de pays frontaliers comme l'Allemagne, Luxembourg, Belgique et puis bien évidemment également des enseignes qui viennent de Sarreguemines, Beach et les environs. Alors on vous parlera de deux enseignes en particulier tout à l'heure. Et moi, en attendant, je vais aller me promener dans l'espace dans lequel je me trouve, l'espace Vietnam, puisque c'est le pays qui est mis à l'honneur, tout comme sa culture, sa gastronomie, son artisanat. Si ça vous intéresse, vous avez jusqu'au 7 octobre pour participer. Eh ben, bonne balade. Merci Uranie. Merci aussi à Thibaut au cadrage. On revient donc vers vous un peu plus tard dans l'émission. Pour le moment, on va jeter un œil à l'actu du jour, résumé en 60 secondes. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Le SIDEM se dote d'un nouveau budget toujours déficitaire. Le syndicat de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est reste uni face à sa situation financière, une dette de 66,5 millions d'euros et un déficit de 21 millions d'euros. Lors du dernier conseil syndical, la suppression des filiales a été évoquée. Le nouveau budget reste sur un résultat de fonctionnement déficitaire de 18 885 000 euros. Un nouvel avenir se profile pour les tours des douanes de Sarreguemines, près de la route de Nancy. La ville est désormais propriétaire des deux tours. Les conseillers municipaux ont voté hier soir leur cession à Sarreguemines Confluence Habitat pour un montant symbolique de 25 euros. Après leur démolition, le nouveau projet prévoit la construction d'un petit habitat collectif et de pavillons. Une minute de silence, l'hymne national et un discours poignant du maire Céleste Lette. Hier soir, à l'hôtel de ville de Sarreguemines, s'est tenu un hommage en l'honneur de Jacques Chirac, ancien président de la République. Le personnel a répondu présent à l'invitation du maire. Une cérémonie en petit comité pour célébrer la mémoire de cet homme qui a marqué la France. Les Thermes de la Sarre récompensés. L'établissement de Rilchingen-Annweiler a reçu le label de qualité Wellness Stars Germany avec 5 étoiles, le niveau le plus élevé. Ouvert en septembre 2012, il a déjà accueilli plus d'1,6 million de visiteurs. De nombreux Français se rendent dans ce complexe d'eau thermale et de bien-être. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Il manque les infos côté météo, les voici avec les cartes détaillées par Marie-Morgane. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, sous un ciel nuageux, quelques averses vont tomber dans la matinée. Le temps va s'améliorer l'après-midi avec un temps sec et quelques éclaircies. Il y aura aussi du vent qui va s'inviter dans la journée. Du côté des températures, elles seront comprises entre 8 et 10 degrés le matin et entre 13 et 14 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le mercredi 2 octobre et nous fêterons les légers. Le soleil nous accompagnera de 7h32 à 19h08. L'image du jour nous a été envoyée par un internaute que je vous invite à suivre sur Instagram sous le nom de Flowers Natural & Co. Il partage de nombreuses photographies prises au pays de Beach comme celle-ci. Un grand merci à vous et vous aussi n'hésitez pas à nous en envoyer par mail ou sur notre page Facebook. 100 fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous.
Quel avenir pour nos poubelles? C'est un questionnement récurrent depuis plusieurs années lors des conseils syndicaux du SIDEM. Principal sujet d'inquiétude, l'état des finances du syndicat de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est. Thomas Drouin s'est rendu au conseil syndical d'hier soir qui devait entériner un nouveau budget. Après les péripéties d'un budget rejeté, ceci ayant amené à la démission du président d'alors, Serge Stark, après l'arrivée à ce même poste de Roland Roth, lançant une série d'études pour connaître l'état exact des finances du syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est, revoilà donc le Conseil devant une nouvelle mouture de budget proposée par la nouvelle équipe. Avant de commencer la séance, le président souhaite apporter les informations sur l'état des finances actuelles du SIDEM. Une dette consolidée de 66,5 millions d'euros. Nous avons un déficit de 21 millions, nous l'avons dit, et à ce déficit s'ajoutent des engagements divers d'un montant de 15,2 millions. Parmi les actions proposées pour redresser la situation sont évoquées les suppressions des filiales qui présentent elles-mêmes une situation budgétaire dégradée, une liquidation qui aura un coût évalué à 1 442 000 €, mais qui permettra de déterminer définitivement la dette du SIDEM. Côté emploi, 8 postes actuellement inoccupés ne devraient pas être remplacés. Mais pour tout cela, il faut un budget voté en bonne et due forme. Celui proposé prend d'ailleurs appui sur un rapport de la Cour régionale des comptes, rapport qui laisse l'ancien président dubitatif. Je ne sais pas pourquoi, maintenant la Chambre régionale complètement changé son fusil d'épaule, alors que pendant 3 contrôles consécutifs, il n'en a pas fait la moindre remarque. Alors que ces chiffres existaient, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Des propos qui font réagir les autres élus. La communication du rapport de la Cour des comptes est à 2 doigts de se transformer en règlement de compte. Et ça fait 2 fois quand même que notre collègue utilise l'expression « rien de neuf sous le soleil ». Je ne suis pas tout à fait d'accord. On a une dette consolidée de 103 millions d'euros. On n'a jamais annoncé ces chiffres. On apprend aussi qu'il n'y a jamais eu de marchés qui ont été passés. C'est juste inadmissible. Je n'ai pas pu entendre cette expression. Alors j'espère vraiment qu'on l'entendra. Non, je ne peux pas me permettre de t'entendre que ces chiffres n'étaient pas connus par le bureau. On ne les a peut-être pas exposés de cette manière-là, mais les chiffres étaient connus. C'était des choses qui étaient excessivement cachées. Et moi je dis que c'est très très grave, mais qu'on se taise et qu'on arrête maintenant de se souffler. Maintenant on arrête. S'il vous plaît, je pense qu'il faut arrêter. J'abonde complètement ce que dit le président de la communauté de l'Alsace-Moselle, parce qu'il faut se rappeler en 2017 et en 2018, quand j'alertais tout le monde, on me traitait pratiquement de certaines lois. Non mais alors j'arrête. On arrête. J'entends tout ce qui se dit, mais l'essentiel à présent, c'est d'aller de l'avant et puis on va essayer de le faire ensemble. Ce nouveau budget est adopté à l'unanimité de l'Assemblée. Il débouche toutefois sur un résultat de fonctionnement déficitaire de 18 885 000 €, ce qui devrait amener le préfet à de nouveau faire appel à la Cour régionale des comptes. La situation demeure donc compliquée pour le SIDEM, qui reste aussi soumis à la bonne volonté des banques à le suivre dans cette tentative de redressement de ses finances. Et le président du SIDEM, Roland Roth, sera notre invité sur ce plateau jeudi. Pour le moment, on retourne à Metz où a lieu la 84e édition de la FIM. Comment s'explique le succès de cette foire? Comment les exposants sont-ils repérés? Sophie Maire, responsable de la communication et salon à Metz Événements, nous explique tout. Bonjour. Bonjour. Alors comment vous expliquez le succès de la FIM? Parce que vous avez comptabilisé l'année dernière 178 000 entrées et là c'est la 84e édition. Alors je pense que la Foire internationale de Metz a une bonne notoriété. C'est vrai que chaque année, vous l'avez dit, on est à la 84e édition. Le public sait que ça existe, il vient et il attend effectivement des nouveautés. Donc souvent, nous avons une thématique qui permet de relancer un petit peu cette manifestation, puisque nous avons nos exposants fidèles pour la plupart et le thème amène un public nouveau. Donc cette année, nous avons le Vietnam. Avec le Centre culturel du Vietnam à Paris, nous avons beaucoup travaillé. L'idée, c'était de mettre en avant la culture, la gastronomie, la partie commerciale et touristique de ce pays. Donc, ils nous ont beaucoup aidés pour mettre en place tout cela. Et je pense que le public
aiment beaucoup aussi quand il y a du spectacle vivant, quand ça bouge, quand on les accueille bien. Et tout ça, ça fait partie de la foire de Metz. Et d'ailleurs, est-ce que ce public-là, ces visiteurs, vous aident à vous renouveler? Oui, alors cette année, pour la première fois, nous avons fait appel pendant l'été à un panel de visiteurs. Nous avions besoin de connaître leur engagement auprès de la foire, de savoir ce qui les intéressait, ce qui n'allait pas, pour pouvoir les modifier sur cette édition 2019. Et en fait, on se rend compte que notre public est aussi fidèle. Pour lui, c'est une tradition. Il vient depuis qu'il est tout petit, il revient aussi avec ses enfants ou ses petits-enfants. Et la foire de Metz, finalement, il l'aime beaucoup. Donc c'est vrai qu'on a eu quelques ajustements sur des parkings, sur de la signalétique par exemple, mais rien qui met en péril notre manifestation et plutôt un bon retour de la part des visiteurs. Très bien. Et pour terminer, donc vous avez 23 secteurs qui sont proposés, gastronomie, ameublement, etc. 550 exposants sont présents, mais comment vous les trouvez, ces exposants? Alors nous avons nos équipes commerciales qui sillonnent toute la France et l'étranger également pour aller dans d'autres foires ou d'autres salons pour pouvoir recruter de nouveaux exposants. Et puis nous avons aussi des exposants qui sont, je vous l'ai dit, fidèles à la foire de Metz, qui font ça depuis de nombreuses années. Et lorsqu'ils sont sur une autre foire ailleurs en France, eh bien, ils n'hésitent pas à faire la promotion de la manifestation auprès de leurs voisins de stand. Et très souvent, ces exposants nous appellent directement en nous disant voilà, j'étais à côté d'un tel, il m'a raconté qu'il faisait des affaires, que la foire était plutôt bien organisée. Eh bien, ça m'intéresse de participer à votre événement à l'automne prochain. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Parmi les exposants, il y a la Voie lactée d'Eschviller et le syndicat des boulangers de l'arrondissement. Focus sur ces deux entités du territoire. Pourquoi sont-elles présentes? Réponse dans ce reportage d'Uranie Tozic et Thibaut Desmerlet. Être exposant à la FIM, c'est promouvoir son activité et échanger avec les clients. Pour la Voie lactée, enseigne connue du territoire, c'est leur deuxième année de présence. Alors ça permet d'aller à la rencontre des clients, de faire connaître nos produits et de fidéliser également nos clients. Strasbourg, Metz, Sarreguemines, Bitche, Wolminster et environ, la clientèle est large pour découvrir des produits originaux. Nous avons des cures de lait de jument qui sont faites pour les personnes qui sont malades, des personnes qui veulent remonter leur immunité ou régénérer leur flore intestinale. Nous avons également une gamme de cosmétiques pour le visage et pour le corps et une gamme de savons. Même si cet événement est un moment fort, la Voie lactée passe par d'autres moyens pour se faire connaître. Nous faisons plus de 45 salons bio dans l'année. Également quelques foires, dont celle de Metz. Et sinon, c'est par correspondance sur notre site internet lavoilactée.fr et en vente directe à notre domaine. Côté artisanat, un grand stand de boulanger, en partie ceux du syndicat de Sarreguemines Bitche-Sarralbe. Pains spéciaux, viennoiseries, baguettes, de nombreux produits sont présentés. C'est vraiment une boulangerie qui est sur la foire pendant les 11 jours. Donc ça nous permet d'avoir une certaine visibilité, de mettre en avant tous nos apprentis, tous nos professionnels et de montrer ce que la boulangerie sait faire. Avec des produits de qualité et puis suivant les boulangers présents, il y a tous les jours des autres produits qui sont proposés. Donc sur les 11 jours, il n'y a pas du tout les mêmes produits qui sont proposés. Donc il y a vraiment beaucoup de variétés de pain, de farines qui sont utilisées. L'occasion pour certains commerces de faire goûter leurs produits, comme la boulangerie Stenger, présente plusieurs jours. Donc, je précise que le concours de la meilleure galette a été gagné par la boulangerie Stenger à Sarreguemines, donc un membre de notre corporation. Il y a également le concours inter-CFA, donc c'est aussi pareil des apprentis qui participent à un concours avec une pièce artistique et d'autres produits de boulangerie. Et on a aussi le concours de la meilleure tradition qui a lieu mercredi. Montrer son savoir-faire, ses produits, son métier, ses compétences. La foire offre de grandes possibilités. Un renouveau pour la route de Nancy à Sarreguemines. Le quartier va enfin pouvoir changer d'aspect. Ce sera après la démolition des 2 tours. Cette fois, ça y est, la ville va enfin en devenir propriétaire, mais pas pour longtemps. Explication dans ce reportage. C'est bientôt la fin de la saga pour les 2 tours des douanes. Aussi appelées tours des sapins, elles sont devenues une verrue dans le paysage quand on entre dans Sarreguemines par la route de Nancy. La ville était déjà propriétaire d'une tour depuis 2013, rachetée 50 000 € par préemption à l'unique propriétaire de l'époque. Pour la seconde tour, l'affaire s'est compliquée. Elle était détenue par 14 propriétaires différents avec lesquels les négociations à l'amiable n'ont pas abouti.
Après de nombreuses démarches, l'affaire est en train de se conclure. Il aura fallu passer par une expertise aboutissant à la conclusion de non-réhabilitation possible, puis la faire valider par le tribunal afin de pouvoir procéder à l'expropriation. Le dernier délai pour les recours de la part des propriétaires étant dépassé, la ville va maintenant pouvoir acquérir l'immeuble abandonné. Il ne reste plus qu'à indemniser les 14 propriétaires pour un montant global fixé par l'expert à 64 000 €. Depuis déjà plusieurs années, la ville prévoit tous les ans au budget 650 000 € pour la démolition de ces 2 tours. Le projet a pris un nouveau virage avec l'action Cœur de Ville. C'est finalement l'office HLM Sarreguemines Confluence Habitat qui sera porteur de projet. Une manière d'obtenir plus d'aide dans le cadre du dispositif national. Le projet global prévoit de construire du petit habitat collectif de 2 étages en lieu et place des 2 tours actuelles et des pavillons là où se trouve actuellement l'immeuble 1315 Sapin, déjà propriété de SCH. Ce projet pourrait aussi comprendre du petit commerce et des services. Il est estimé à 6 millions d'euros. Pour que Sarreguemines Confluence Habitat puisse le mener, les conseillers municipaux ont voté la cession des 2 tours pour un montant symbolique de 25 €. Adopté. Je passe la parole à Denis Pfeiffer. Et on reste au conseil municipal de Sarreguemines. La 47e séance de la mandature était chargée. Retour en images sur 2 gros dossiers, le stationnement et le périscolaire. Gros point à l'ordre du jour, les rapports d'activité concernant le stationnement. Cela relève du délégataire Indigo et concerne aussi bien le stationnement payant sur la voirie que les parkings du Moulin et du Carré Louvain. Au total, 685 emplacements payants au centre-ville. Baisse des rentrées financières de 6,56% en voirie, soit environ 21 000 €. Pour Indigo, c'est dû à une diminution de la verbalisation par la police municipale qui était en sous-effectif l'an dernier et aussi à l'impact des gilets jaunes en fin d'année. La politique de la ville, ce n'est pas d'augmenter les tarifs de stationnement pour garder un centre-ville attractif. Pour rappel, si vous stationnez moins de 3 heures dans le centre-ville de Sarreguemines, le tarif est plus intéressant en voirie. Sauf si vous restez moins d'une demi-heure, gratuite, dans les parkings du Moulin et du Carré Louvain, qui propose aussi un tarif plus avantageux qu'en voirie au-delà de 3 heures de stationnement. Et le parking du Moulin propose aussi des abonnements qui ont rapporté 50 000 € en 2018. Les 2 parkings sont au top au niveau du fonctionnement, au niveau de l'accueil et au niveau des agréments, je dirais, de stationnement et de facturation. On a renforcé la sécurité dans ces parkings, ça c'est quelque chose qui me paraît important. Le parking du Louvain, ça c'est la conclusion du rapport, retrouve une exploitation supérieure de la terrasse aussi. Côté verbalisation, Sarreguemines est passé au FPS, le forfait post-stationnement d'un montant de 20 €. Il y a eu 726 FPS en 2018. 2018, c'était une année charnière pour le périscolaire. Suite à la liquidation judiciaire de l'OMAP, le péri a été confié au Franca via une délégation d'urgence pour la période avril 2018-août 2019, avant d'être prolongé par une DSP classique. Le conseil municipal a souligné de nombreux points d'amélioration envers les parents et les enfants, mais aussi concernant l'animation et la bonne gestion financière, avec un reliquat positif de plus de 160 000 € en 2018, reporté sur 2019, qui s'annonce encore plus excédentaire. Je voudrais vous féliciter pour votre travail, parce qu'effectivement, lorsque nous avions fait cette délégation un petit peu en urgence, on était sur des prévisions budgétaires qui étaient un petit peu plus dégradées que ce qu'on voit aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi lié à la qualité de votre travail. Donc moi, je voudrais vous féliciter sur ce point de vue budgétaire, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous êtes dans une conformité totale par rapport à la réglementation, ce qui n'était pas forcément le cas du délégataire précédent. Leur travail est très sérieux et que ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est les activités envers les parents, l'implication avec les parents. Les félicitations ne seraient pas complètes si on ne vous adressait aussi celles qui concernent le bon travail avec le milieu associatif. Dans les différentes branches, je pense au sport, mais comme Jean-Marc vient de le dire, en direction du handicap. Et évidemment, on aura l'occasion de travailler peut-être avec le service des sports, puisque nous sommes aussi toujours dans des nouveautés, notamment en ce qui concerne la question du handicap à Sarreguemines. En tout cas, merci à vous. Plus qu'un consensus, c'est un plébiscite pour les Francas. Mais nous avons décalé de la même.
Et on y reviendra plus en détail en deuxième partie d'émission avec nos deux invités du jour. Être parent, ce n'est pas un jeu d'enfant. La quinzaine de la parentalité aura lieu du 5 au 18 octobre dans toute la France. En Moselle et plus particulièrement dans le Pays de Bitche, cet événement se fera sous le nom Les Rendez-vous des parents. Plusieurs activités seront proposées autour des interactions parents-enfants, notamment à Rohrbach-les-Bitches, au multi-accueil Brin d'Éveil. Reportage de Thibaut Desmerlet. Renforcer la communication et les liens avec votre enfant, tel est le programme des rendez-vous des parents. La crèche Brin d'Éveil avec le relais parents assistants maternels de Rohrbach-les-Bitches et la maison de l'enfant de Bitche ont œuvré ensemble pour proposer un panel de rencontres et d'ateliers aux familles. Ces activités gratuites seront encadrées par des professionnels de la petite enfance. Par exemple, un atelier d'interaction tactile sur les massages pour les bébés de 0 à 7 mois où une puéricultrice montrera les gestes à reproduire ou encore un autre sur la communication gestuelle associée à la parole. Une diversité à l'image de ce qu'offre la compétence petite enfance au Pays de Bitche. Ce qui est important de dire, c'est qu'au Pays de Bitche, on a vraiment une offre complète en matière de petite enfance, accueil collectif, individuel et la parentalité. Et donc ce volet parentalité va être vraiment au cœur là, dans les 15 prochains jours. Des portes ouvertes sont également programmées le 5 octobre au multi-accueil Brin d'Éveil de Rohrbach-les-Bitches et le 12 octobre à la maison de l'enfant de Bitche. Dans un instant, on parle des enfants de Sarreguemines avec Laetitia Pitz et avec Carole Didio. Puis on ira accueillir des fruits au verger collectif de Houndelin. A tout de suite. Au Pays de Bitche, une offre fibre jusque chez vous, un service innovant en zone rurale. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Bitches, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. Pour passer une bonne journée, il faut d'abord passer une bonne nuit. Si le moment est arrivé de changer de matelas, France Literie vous propose ces prix incroyablement fous. Normal, c'est son anniversaire. N'hésitez pas à consulter l'expert de vos nuits, zone commerciale Cora à côté de Mobilier de France. Très bonne journée. Surveiller votre tension à la maison peut s'avérer très utile. Les tensiomètres électroniques AVS Médical permettent une prise de tension facile, claire et rapide. À partir de 25,90 €. À l'occasion de la Semaine du Cœur, du 21 au 29 septembre, nous ferons une remise de 20% sur certains appareils. Offre valable dans les boutiques de Sarreguemines et de Forbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Le mois de la mode, c'est chez Best. Marie-Morgane, avec toi, aujourd'hui on parle de sport et plus spécifiquement des directs qu'on propose notamment sur notre page Facebook. C'est ça, et le dernier en date c'était la Nuit des Guerriers samedi soir à Bitche. Alors une équipe était sur place, on a filmé toute la soirée et on présente nos excuses aux téléspectateurs qui ont suivi l'événement. On a eu un petit souci technique lors du dernier combat qui du coup n'a pas été diffusé en direct, mais vous pouvez dès à présent le retrouver sur notre page Facebook. Nous avons publié le match qui opposait Gauthier Bourrait du Boxing Combat de Bitche à Al-Kazour Kadaef. Et on a aussi suivi, ça c'était pendant plusieurs années, le Sarreguemines Football Club, le SFC, en diffusant tous les matchs en direct. C'est ça, et on a commencé en septembre 2014 et sur Facebook le premier direct a été diffusé en 2016. Pendant près de 5 ans, on a suivi donc le SFC lors de ses matchs à domicile et à l'extérieur. On a aussi suivi ses exploits en Coupe de France. On s'est même déplacé dans leurs matchs à Granville. Alors aujourd'hui, on ne diffuse plus les matchs en direct depuis septembre, mais on continue de suivre le SFC lors de ses matchs à domicile en proposant un résumé. Et on suit aussi
d'autres équipes de sport que vous pouvez retrouver tous les lundis dans notre rubrique Plus de sport avec David. Merci Marie-Morgane, des précisions qui sont bien utiles pour nos téléspectateurs et aussi bien sûr pour les internautes. On va maintenant faire le point sur la prise en charge des enfants à Sarreguemines. Carole Didot, avant qu'on parle spécifiquement du périscolaire et des Francas, je voudrais que vous fassiez le point un petit peu sur les dispositifs qui existent au niveau national. Alors j'ai en tête le petit déjeuner à l'école, le repas de midi à 1 €. Est-ce que Sarreguemines est concernée parce que tout ça c'est selon des critères bien précis? Alors non, pour le moment, Sarreguemines n'est pas concernée par ce dispositif qui est à l'essai dans d'autres régions de France, mais pas ici, chez nous, dans le Grand Est. Par contre, nous proposons quand même aux enfants dans les différentes écoles, les écoles qui le souhaitent en tout cas, du lait. Et du Nesquik, de la maternelle au CE1. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même déjà en place depuis de nombreuses années. Et enfin, on a un programme aussi, alors là, plus pour les écoles dans les dispositifs REP, donc d'éducation prioritaire, où nous proposons un fruit par semaine, un fruit à la récré. Et le petit-déj, il reste possible pour ceux qui viennent à l'accueil du matin? Alors tout à fait, nous avons l'accueil du matin où effectivement l'enfant peut ramener son petit déjeuner, le prendre lors de cet accueil. Alors concernant le périscolaire, à Sarreguemines, les tarifs sont modulés selon les revenus des parents, mais vous tenez aussi compte du lieu d'habitation de la famille. Du coup, pour ceux qui habitent en dehors de Sarreguemines, le tarif est franchement plus élevé. Absolument, oui, effectivement, on a mené une réflexion et il nous paraissait normal que les gens de l'extérieur représentent quand même 20% des effectifs que nous accueillons au périscolaire et un tarif différent des Sarregueminois qui quand même payent leurs impôts, leurs taxes sur Sarreguemines. Il nous semblait tout à fait naturel qu'ils puissent avoir un avantage de ce côté-là. Effectivement, nous avons augmenté par décision du conseil municipal en juin 2018 le tarif des parents qui viennent de l'extérieur. Pour autant, le pourcentage des parents de l'extérieur n'a pas diminué. Oui, parce qu'ils en ont besoin à la limite, quel que soit le prix. Ceci dit, c'est quand même, on a fait un benchmark, c'est quand même les pratiques vraiment courantes tout autour de nous, dans toutes les communes, les gens qui viennent de l'extérieur payent plus cher. C'est pas une spécificité sarregueminoise. On a appris pour beaucoup d'entre nous hier soir en conseil municipal, les Francas se portent super bien. Ils affichent un résultat positif pour la période précédente. Le reliquat a du coup été reporté. A priori, tout va bien. Est-ce que du coup, les parents peuvent commencer à rêver d'une baisse des tarifs pour l'année prochaine ? Alors ça, ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Nous n'avons pas augmenté les tarifs. Je pense que ça, c'est important de le dire. Depuis de nombreuses années, il me semble depuis 2011, les tarifs n'ont pas été augmentés et il n'est pas dans l'immédiat question d'augmenter les tarifs. Laetitia Pitz, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Bravo aux Francas, ils ont été vraiment plébiscités, venant de un petit peu tous les conseillers municipaux. Est-ce que l'association est victime de son succès ? Est-ce qu'il y a encore de la place ? Est-ce qu'on peut encore inscrire ses enfants aux Francas ou c'est tellement bien, il y a eu tellement de bonne communication que c'est complet ? Alors, ça va dépendre des temps d'accueil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur la fourchette haute pour la restauration périscolaire. Donc nous avons 2 cantines où on rencontre régulièrement des freins à l'accueil des enfants parce que tout simplement, on n'est pas en capacité d'en accueillir plus. Donc c'est la cantine du foyer périscolaire de l'ancien hôpital où vraiment là, on demande aux parents de respecter les délais d'inscription pour qu'on puisse organiser les accueils le mieux possible. Et la cantine que nous avons, la restauration périscolaire que nous avons en face de la caserne des pompiers dans la maison de quartier Rive Droite. Donc là, on est vraiment sur les temps de midi, certains jours à l'enfant près. On ne pourrait pas accueillir 3 enfants de plus sur certains temps. C'est pour ça qu'on demande vraiment aux parents de respecter les délais d'inscription et d'annulation, le cas échéant.
Après, nous avons encore de la place en restauration périscolaire sur le foyer de la Cité, pour le moment. Et sur le périscolaire du soir ou sur les mercredis ou encore sur les centres de loisirs pendant les vacances. Là, il reste encore un petit peu de place. Et d'ailleurs, le centre de loisirs pendant les vacances, là, il y a bientôt des vacances qui arrivent, donc il y a un centre aéré qui se profile à l'horizon ? Il y a un centre aéré, les inscriptions ont débuté hier. Le thème s'articulera autour de la nature et de la cuisine. Alors, bien sûr, avec les fêtes d'Halloween, il y aura un petit peu de sorcellerie, un petit peu de magie et des contes de fées. Et les inscriptions sont ouvertes depuis hier. Donc là, Donc au moment, il n'y a pas de souci, c'est pas encore complet. Pour l'instant, c'est pas encore complet. Et du côté des écoles, Carole Didio, il a été question samedi matin à l'Assemblée générale de l'Association des maires de Moselle de soucis au niveau des écoles maternelles. Apparemment, il y aurait en Moselle pas mal de classes de maternelle qui seraient surchargées. Est-ce que c'est le cas à Sarreguemines ? Alors non, ce n'est pas le cas à Sarreguemines. On dira qu'elles sont peut-être bien chargées, certaines, mais on n'a pas de surcharge au niveau des écoles. Donc on est chanceux pour le moment. Hier soir, il a aussi été question de l'accueil des enfants handicapés. Laetitia, quel est l'état des lieux au niveau du périscolaire ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants handicapés qui fréquentent le périscolaire ? Il y a des enfants porteurs de handicap qui fréquentent le périscolaire, effectivement. Alors les handicaps peuvent être très variables d'un enfant à l'autre. Certains viendront en fauteuil, d'autres seront accompagnés d'une AVS. Beaucoup d'enfants médicalisés aussi. Après, on travaille en partenariat avec différents acteurs du territoire sur l'accueil de ces enfants. Plusieurs formations ont été organisées pour que les animateurs puissent prendre au mieux en compte les difficultés des enfants, le cas échéant. Après, le handicap en périscolaire, c'est pas forcément surmontable, mais il faut que ce soit accompagné. Donc, tout au long de l'année, en fait, les animateurs pourront suivre des temps de formation autour de la question de l'accueil des enfants. Et les sites sont adaptés. Est-ce que c'est le cas dans les écoles à Sarreguemines, Carole Didio ? Est-ce que toutes les écoles sont adaptées ou en passe de l'être ? Alors, oui, toutes les écoles ont été ou sont en cours de mise en place d'éléments tout à fait basiques comme des toilettes pour handicapés, la visualisation des marches. Maintenant, pour vraiment accueillir des enfants en fauteuil roulant, bien sûr, toutes les écoles ne sont pas équipées, mais nous avons, pour le moment, 3 écoles qui sont adaptées, qui peuvent accueillir des enfants parce que nous avons des monte-personnes. Donc, c'est l'école du Blauberg, c'est l'école de Neunkirch et c'est l'école de la Blise. Et donc, effectivement, si un enfant en fauteuil roulant devait s'inscrire, bien évidemment, il serait dirigé vers l'une ou l'autre de ces écoles. Alors, il y a une question aussi, ça ne relève pas de la ville, mais bien souvent, les enfants qui ont un handicap, quel que soit le type de handicap d'ailleurs, ont besoin d'un AVS. Est-ce qu'il y en a assez à Sarreguemines ou est-ce qu'il y a des situations problématiques ? Alors déjà, les AVS ne dépendent pas de la ville, c'est quelque chose qui est géré par l'éducation nationale. Je dirais qu'il y a pas mal de difficultés aujourd'hui pour les familles à obtenir une AVS. Ceci étant dit, il faut quand même que les parents déposent un dossier de reconnaissance auprès de la MDPH. Et même une fois ce dossier déposé et l'handicap reconnu, il n'est pas évident pour les parents d'avoir accès à une AVS. Maintenant, les écoles accueillent les enfants avec des difficultés. Nous avons des autistes dans les écoles, nous avons des enfants avec différents dysfonctionnements. Tous sont accueillis. Alors évidemment, ça pas simple pour les professeurs qui ne sont pas forcément formés. Nous, par contre, au niveau de la maternelle, nous formons nos ATSEM justement à accueillir ce type d'enfants. Donc ça, c'est quelque chose que nous prenons en compte. Pour vous, l'école inclusive à 100%, c'est possible ? Je pense qu'on le fait déjà, quelque part, puisqu'on accueille tous les handicaps au sein des écoles. Voilà.
un enfant handicapé n'est pas refusé. Laetitia Pitz, on va finir avec vous. De manière générale, quels sont les prochains projets au niveau du périscolaire? Parce qu'hier, il a été question de parents qui sont amenés à participer. Il a beaucoup été question de partenariats qui sont montés avec des associations, avec des clubs sportifs, notamment pour le temps de midi. Les prochains projets, c'est quoi? De continuer, déjà. Donc on a effectivement de nombreux projets avec différentes associations, aussi bien sportives, culturelles, qui sont en cours, notamment un très très beau projet avec la résidence du centre et le CCAS, donc, où depuis l'année dernière on développe des activités intergénérationnelles au périscolaire de la cité. Donc ça c'est vraiment un projet qui tient à cœur aussi bien aux enfants qu'aux résidents et puis aux animateurs qui participent à ces projets. Nous avons été accueillis sur cette première période, par exemple, par le centre équestre. Le club d'échecs est venu nous rendre visite plusieurs fois, donc là aussi on noue des liens avec différentes associations. Les arboriculteurs nous accueilleront pour nous expliquer le pressage des pommes, pour nous faire visiter les vergers du côté de Neunkirch. Donc on est très heureux de pouvoir faire découvrir le territoire aux enfants, puisque c'est aussi ça, c'est la possibilité qu'ils puissent appréhender la ville dans laquelle ils résident et puis découvrir de plus en plus de choses. Et peut-être, alors on a certains enfants qui nous abandonneront certainement le mercredi pour aller aux échecs. C'est la vie, mais de très très jolies rencontres et puis pour les enfants des opportunités vraiment sympas. Eh bien, bonne continuation et puis merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. On parlait de vergers, et bien justement on va terminer cette émission en faisant un tour au milieu des arbres fruitiers. Si dans certains vergers du secteur la récolte n'est pas au rendez-vous, d'autres ont des fruits à cueillir. C'est le cas au verger collectif de Houndelin et c'est là que vous attend Uranitosic pour un magazine On Tour qui sent bon l'automne. Je vous laisse en sa compagnie, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro On Tour. Cette fois-ci, nous sommes au cœur du verger de Houndelin. Qui dit début de l'automne, dit début des récoltes et c'est aussi la meilleure période pour s'occuper des arbres et les rendre forts avant l'hiver. Je vous propose de regarder une petite présentation du verger. On se retrouve juste après. 30 ans de passion, de partage et de récolte, bonne ou mauvaise, le verger collectif de Houndelin a vu passer des saisons et aucune ne se ressemble. D'une superficie de 180 arts, ce verger est géré par l'association des arboriculteurs. L'association détient ses propres arbres et sur les 150 arboriculteurs de Houndelin, une quarantaine s'occupent du verger. Ils y ont planté leurs propres arbres et s'en occupent eux-mêmes. On trouve ici près de 800 arbres fruitiers, dont 500 pommiers d'une cinquantaine de variétés différentes. 120 poiriers et 96 pruniers ont aussi élu domicile ici. Mais ce sont les pommiers, la vitrine du verger. Créé en 1990, le verger a subi quelques transformations ces dernières années. On a arraché des rangées entières de pommiers devenus trop vieux pour planter de nouvelles variétés qui, après 4 ou 5 ans, commencent à produire. On a aussi greffé des variétés anciennes pour ne pas perdre le patrimoine fruitier du verger. C'est ça aussi la vocation du verger collectif. C'est comme ça qu'on a pu y introduire une variété de poires dont on ne connaît pas encore le nom et qui se trouvait dans un verger voisin. Greffé ici, il ne sera jamais perdu. Les bénévoles ne comptent pas les heures passées au verger entre les tailles de forme, les tailles de fructification et l'arrosage qui a été particulièrement important cette année.
À l'automne, on récolte enfin le fruit de ce travail, même si cette année n'est pas la meilleure. Gérard Winstein, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes formateur en arboriculture. Exact. Ancien président aussi des arboriculteurs de Houndelin. Mais là je vais vous demander aussi beaucoup de conseils pendant cette émission. On se trouve à côté de plantations qui ont été faites au printemps dernier. Comment est-ce qu'on peut voir que cette plantation-là, elle a un peu souffert cet été? En fait, c'est une plantation qui a été greffée au printemps. Donc à ce stade de la saison, la pousse qui est, vous voyez, très faible, 20-30 cm, elle devrait au moins être aux alentours de 80 cm sans problème. Ça, c'est lié tout simplement au manque d'eau. Et alors de manière générale, est-ce que le verger de Houndelin a beaucoup souffert? Il a essentiellement souffert du manque d'eau. Autrement, on ne peut pas trop se plaindre puisque nous sommes situés côté, je dirais, mi-coteau avec des vents dominants qui sont intéressants, côté sud pour un maximum d'ensoleillement. Donc non, quasiment toutes les variétés ont porté. Là où on a un peu de difficulté, c'est au niveau des calibres. Les calibres sont moins au rendez-vous, toujours liés au manque d'eau. Très bien, donc on sent quand même que ça va, vous êtes plutôt bien loti par rapport à d'autres vergers du secteur. Ah oui, nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, pas uniquement sur les pommiers, toutes les variétés fruitières, poires, pruniers, mis à part le cerisier, on a eu du fruit. Très bien. Bien sûr, pas comparable à la saison dernière, mais bon, la saison dernière. C'est aussi la rotation des arbres qui fait que voilà, c'est jamais pareil d'une année à l'autre. Là, par exemple, on est à côté des pommiers, donc qui ont été plutôt bien garnis. Quels sont les autres fruits qui sont au rendez-vous? Comme je me le répète un tout petit peu, les gens ont eu de la mirabelle, ils ont eu de la quetch, ils ont eu des poires, ils ont eu aussi de la pomme. Quasiment, on n'a pas eu, je dirais, de grosses difficultés. Non. Mis à part ce manque d'eau, nous avons été obligés d'arroser régulièrement et là, on est un peu limité. C'est notre grosse difficulté, le manque d'eau. Alors, on peut irriguer, mais quand vous avez un puits qui vous donne 1000 litres tous les 3 jours, oui, c'est pas forcément facile. Problématique. Très bien, je comprends. En tout cas, cet arbre-là, on voit qu'il manque encore un peu des fruits parce que vous les avez cueillis déjà. Alors oui, oui, parce qu'il y a des fruits qu'on peut cueillir une fois sur un arbre, il y a d'autres fruits qu'on cueille en 2-3 étapes, parce qu'ils colorent moins bien quand ils sont trop chargés, donc on les cueille en plusieurs étapes, et comme ça leur permet de colorier. Et on verra ça tout à l'heure. D'ailleurs, on a assisté à une petite cueillette, on vous explique comment ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est cueillette au verger. Munis d'un plan, les cueilleurs cherchent les arbres de l'association où les poires conférences doivent être cueillies. Il y a 3 jours, on a fait le test de l'amidon, le seul facteur fiable pour déterminer si le fruit est bon ou pas à la cueillette. Aujourd'hui, ce sera donc poire conférence et pomme Pinova. Cette année, le verger de Houndelin ne craque pas sous les pommes, mais plutôt sous les poires. Les poires Williams, les plus goûteuses de la famille, sont des fruits fragiles et ont déjà été récoltées. Elles sont stockées en fût pour la distillation, de l'or pour les amateurs. Chaque année, les cueillettes s'étendent en gros de la mi-août à la mi-octobre. Cependant, on remarque un retard de 15 jours dans la récolte. On commence à peine avec les pommes. La production n'est donc pas au rendez-vous pour la fête d'automne de l'association qui se tient chaque année le dernier dimanche de septembre. C'est là que les premiers fruits du verger sont habituellement vendus. Sur le rang, il doit y en avoir 2 ou 3. Ouais. Je crois qu'il n'avait rien au départ. Pour retrouver les bons arbres, il faut un plan. En effet, qu'est-ce qui ressemble le plus à une pomme rouge, une autre pomme rouge, même si ce n'est pas la même variété? Alors, il ne faut pas se tromper. La Pinova, cueillie aujourd'hui, est une pomme de garde. Les arboriculteurs expérimentés savent exactement à quel moment il faut la cueillir pour la garder dans les meilleures conditions possibles. Elle n'est donc pas encore tout à fait bonne à consommer. En effet, il faudra la conserver pendant quelques semaines avant de la déguster. C'est là qu'elle sera la plus intéressante gustativement parlant. On ira ensuite cueillir les Saturnes et Sirius et ce sera terminé pour cette fois. Dans quelques jours, on testera d'autres variétés pour une autre récolte, chacune son tour.
Gérard Winstein, une autre question. Comment on sait qu'un fruit est bon et prêt à être récolté? Alors, ce que nous faisons, nous appliquons le test de l'amidon. C'est-à-dire que nous déterminons une date de cueillette. Alors pour être sûr qu'un fruit se conserve le plus longtemps possible, la date de cueillette n'a absolument rien à voir avec la date de maturité. Donc nous cueillons bien avant qu'un fruit soit mûr. Très bien. Alors vous pouvez peut-être nous montrer un petit peu comment ça se passe, ce test de l'amidon? Oui, bien sûr. Donc c'est une solution qu'on peut avoir assez facilement. Donc on coupe d'abord la pomme. On coupe la pomme transversalement, voyez, on la plonge dans cette solution, voyez, et puis on la retourne. D'accord. D'accord. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut observer? Alors là, ça va durer quelques secondes, et là on voit déjà très bien que toutes les taches blanches que vous voyez là-dessus, c'est donc de l'amidon qui est déjà transformé en sucre. D'accord. Toutes les parties noires là autour, c'est encore de l'amidon. Okay. Donc ça c'est une pomme qui est classée mi-précoce, qui se conserve à peu près jusqu'à Noël. Donc c'est déterminant. À ce stade-là, on peut cueillir. Très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on peut tester qui ne seront peut-être pas aussi mûres? Tout à fait. Celle-ci, c'est quoi comme espèce, vous savez? Alors ça, c'est de la melrose. Hein. Ça, c'est de la gold rush. Okay. C'est quasiment la plus tardive qu'il y a chez nous au verger. Elle se cueille dans la deuxième quinzaine d'octobre. Donc vous imaginez que, à mon avis, elle doit être loin d'être bonne à cueillir. Donc, il faut toujours attendre un peu la réaction. On sent qu'elle est un peu plus noire. Elle n'est pas immédiate, on le voit déjà. Vous voyez là, autour du pépin, la transformation sucre, elle est vraiment effective. Donc là, c'est bon. Ici, autour du pépin, il n'y a rien qui se passe. Elle est totalement noire. Donc, on n'y touche pas. C'est encore pas bon. On la laisse encore sur l'arbre. Super. Alors, j'ai une dernière question. Vous les récoltez pas tardivement, mais à mi-maturité. Pourquoi? C'est une question de conservation, tout simplement. Si vous cueillez trop tôt, le fruit n'aura aucun parfum. Si vous les cueillez trop tard, il ne se conservera pas. Donc c'est par rapport à ce test de l'amidon, nous les cueillons à mi-maturité pour que le fruit mûrisse dans la chambre froide. C'est hyper important. Alors si j'ai bien compris, avec le test qu'on a fait, on va pouvoir cueillir de la melrose, c'est ça? Avec plaisir, avec plaisir. Mais juste avant, je vous propose de regarder un reportage sur la chambre froide, justement, qui permet de conserver les fruits très longtemps. Donc on va les installer. Si certaines associations d'arboriculteurs ont fait le choix d'investir dans des méthodes de pressage de jus pour écouler leurs pommes, à Houndelin, on a fait le choix des fruits de table. Quand on a récolté de beaux fruits, il faut pouvoir bien les conserver. En 2011, pour leur 80e anniversaire, les arboriculteurs de Houndelin se sont dotés d'une chambre froide. Cet espace est maintenu à une température de 6 degrés en moyenne. On y stocke toute la récolte du verger collectif. La température de la chambre froide permet de ralentir la maturation des pommes tout en conservant ses qualités nutritionnelles. Les particuliers qui ont des arbres fruitiers au verger collectif bénéficient aussi de cet espace de conservation. Chacun dispose d'un numéro qui marque à la fois ses arbres vergers et ses cagettes de fruits dans la chambre froide. Définir correctement le moment de la cueillette est dès lors primordial. À Houndelin, on le sait par expérience maintenant, la cueillette ne se fait pas à maturité du fruit, il sera déjà trop tard pour qu'il se garde, elle se fait un peu avant car c'est dans la chambre de conservation que les pommes termineront leur maturation. Une fois la récolte rentrée, l'association propose son stock à la vente jusqu'au printemps suivant, ou du moins tant qu'il y aura des pommes. Germain Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des arboriculteurs de Houndelin et on termine cette émission avec vous. Je voudrais que vous m'expliquiez c'est quoi les bons gestes à avoir quand on cueille une pomme ou un autre fruit. Oui, donc vous tenez la branche d'une main et de l'autre main un petit geste de rotation pour avoir que la queue de la pomme et non pas un morceau de la branche. D'accord, très bien. On pose la pomme délicatement dans le panier. Voilà, super. Alors ouais, je vais essayer. Montrez-moi quel fruit a l'air plutôt pas mal. Là, celui-là. Celle-ci. Ok, très bien. Alors, on tient la branche, vous m'avez dit, et on tourne.
Super, en fait c'est plutôt simple, Voilà. ça va. Très bien, on a déjà un panier bien rempli en tout cas. On a encore beaucoup de travail, mais on peut peut-être déjà goûter, hein, Voilà. n'est-ce pas? Exactement. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.